Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du coup je vais vous raconter une petite histoire en fait, qui est la migration de ce qu'on appelle une SPA. On va revenir après sur ce que c'est qu'une SPA, d'un framework à l'autre, donc de Ember à Vue.js. Alors, avant de rentrer dans le sujet, commençons par parler un peu de pourquoi est-ce que je me permets de parler de ça. Donc, qui suis-je? Je suis Jonathan Hurter. Je suis développeur full stack. Alors, full stack, c'est important. C'est pas full stack, parce qu'en fait, je viens d'Alsace. Donc, j'ai mon accent alsacien qui revient régulièrement. Donc, je suis développeur full stack. Voilà. Vous pouvez me joindre si vous essayez de me joindre. Vous pouvez avoir un super Twitter totalement inactif. C'est incroyablement intéressant. Et du coup, j'ai une entreprise qui s'appelle Scalingo. Voilà. Je me permets de préciser que je suis développeur full stack pour une raison. C'est qu'à la base, moi, je ne fais pas du tout de front. Voilà. Donc, je vais vous parler de front. Je vais en profiter. Est-ce que si je parle de front-back, tout le monde voit ce que c'est? Ouais, ok. Parfait. Donc, je vous présente rapidement Scalingo, juste pour replacer dans le contexte. Scalingo, est-ce que les gens ont déjà utilisé Heroku dans la salle? Oui, eh ben, on est le Heroku français, en gros. On est le Heroku français, mais en mieux, ça me paraît évident. Mais du coup, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Heroku, l'idée, c'est qu'à la place de gérer du serveur, vous nous envoyez juste votre code, et nous, on va automatiquement détecter la technologie, et la mettre en place, faire en sorte qu'elle fonctionne, appliquer les mises à jour de sécurité, etc., etc., etc. Voilà. Il faut que je fasse attention, il y a mon bizdev qui me surveille dans la salle, et si jamais je dis n'importe quoi, il va me tuer après le talk. Donc apparemment, c'est bon. Alors, quelle est l'architecture que nous avons actuellement? Actuellement, en fait, tout Scalingo est écrit quasiment en Go. Tout ce qui va vraiment faire des choses, c'est des microservices en Go qui exposent une API HTTP. Voilà. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas interagir avec ces microservices directement. Ils sont totalement cachés, ils sont totalement internes. Vous allez interagir avec une API Ruby on Rails. Voilà. Et du coup, le dashboard, qui est donc l'endroit où vous allez pouvoir interagir avec la plateforme, donc créer une nouvelle application, ajouter des conteneurs, donc faire en sorte qu'il y ait plus de serveurs qui répondent pour votre application, etc. Tout ça, vous allez le faire depuis le dashboard, donc une interface web qui est très pratique. Ce dashboard, c'est le tout premier élément de la plateforme que vous allez voir. Il y en a d'autres qui utilisent l'API. Par exemple, on a une interface en ligne de commande. Si, comme moi, vous détestez les navigateurs web et que vous préférez taper des trucs blancs sur un fond noir, moi, je préfère. Je trouve ça, en tout cas, plus intuitif et plus pratique à utiliser au quotidien. Mais voilà, le fait est que quand vous allez vous créer un compte sur la plateforme, la première chose que vous allez voir, c'est le dashboard. Donc, c'est quand même quelque chose de très important pour nous. Actuellement, ce dashboard, à quoi est-ce qu'il ressemble? Actuellement, le dashboard ressemble à ça. On a fait le choix, en fait, vu que notre équipe est constituée quasiment de gens comme moi, donc des gens qui sont beaucoup plus back-end, voire DevOps, de ne pas réinventer la roue et de ne pas inventer un design à nous. On a pris une référence qui existait déjà et qui était bien établie, qui est le material design. Voilà, on ne va pas réinventer la roue, il y a un truc qui est là. Alors, comme vous pouvez le voir, et parce que nous sommes des développeurs, on l'a totalement tordu et mal adapté, mais voilà, c'était quand même notre référence de base et c'est quand même ce vers quoi on essaie de se tourner à chaque fois qu'on a des problèmes de design. Actuellement, c'est un framework qui s'appelle Ember.js. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Ember.js? Ah oui, d'accord, ok. Je ne m'attendais pas à ce que ce framework soit aussi connu que ça. Et ben voilà, donc l'avantage d'Ember.js, c'est quoi? C'est que déjà, c'est tout inclus. Vous avez tout l'écosystème d'un framework qui est dedans. Vous avez une gestion des modèles. Vous avez, on va dire, l'équivalent d'un store, même si ce n'est pas vraiment un store, c'est un store moins, on va dire. Vous avez en fait le long-term support, qui était au début, nous, notre argument principal, c'est-à-dire que leurs versions sont tenues quand même très très longtemps, ce qui est rarement le cas dans les frameworks front-end. Et enfin, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'écosystème Rails. Et nous, comme je vous rappelle, on a du Rails qui est dans le front. Donc si on a quelque chose qui pouvait être compatible, qui pouvait appliquer le même mindset, ce que j'appelle mindset, c'est surtout le convention over configuration, convention over code, etc., qui applique Rails avec toutes ces choses un peu, je vais mettre des gros guillemets, magiques. Voilà, vous allez retrouver ce même état d'esprit dans Ember.js. Donc historiquement, c'était un choix qui avait du sens. C'était une technologie sur laquelle on n'allait pas trop être perdu parce qu'elle ressemble à notre bac, qui allait nous permettre de durer dans le temps. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et voilà. Donc, c'était le choix qu'on a fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe, quand elle essaye de travailler sur ce dashboard, elle ressemble à ça. Et, je sais pas, moi, c'est mon collègue Étienne, il est juste à côté de moi en permanence. Quand je le vois tirer la tête comme ça, ça me met un peu mal, quoi. Donc, on s'est dit, il y a sûrement un problème quelque part.
Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il tire une tête comme ça à chaque fois qu'il doit travailler sur ce front-end? La vraie raison, c'est qu'on a accepté de la dette pendant très longtemps. Notre framework, déjà, comme on vous l'a dit, je vais revenir régulièrement sur ce point-là, parce que pour nous, il est important, c'est qu'on n'est pas les devs back-end. Et du coup, le front-end, c'était un truc qui était totalement nouveau pour nous, et on a fini par plus hacker le framework que utiliser le framework. Et vu que JavaScript est un langage qui nous permet de bien hacker les choses, on a bien hacké les choses. Ce qui rend un code totalement non maintenable. On a un code aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe, je vous souhaite bien du courage. Entre la magie d'Umber et la magie, mais alors très très noire, que nous on a rajouté par-dessus, bon courage pour comprendre ce qui se passe. Donc le temps d'ajout de feature a explosé. On est passé de quelques minutes, voire quelques heures à la rigueur pour une fonctionnalité complète, à maintenant changer le comportement d'un bouton ou comprendre pourquoi cette erreur se lance, ça nous demande tout de suite 3 ou 4 jours. C'est juste plus possible. Et enfin, lui et l'UX est devenu très obsolète. Lui est très 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 obsolète, c'est une remontée que nos clients nous font, c'est que lui fait un peu enfantin. C'est-à-dire que le graphisme fait très enfantin, voire produit pas fini, alors que la plateforme est beaucoup plus puissante que ça. Et donc on a quand même ce décalage qu'on nous a remonté. Et on a encore un autre problème, c'est que l'user experience, ça passait régulièrement au second plan. Quand on concevait le dashboard, le but c'était de voir un peu comment on pouvait agencer les boutons, etc., sans trop réfléchir à comment est-ce que l'utilisateur allait vraiment utiliser le dashboard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un dashboard que nous, on ne veut plus faire avancer, parce que les développeurs en ont juste marre de travailler dessus. Alors c'est totalement de notre faute, mais voilà, on en est arrivé là, et qui aujourd'hui ne respecte plus les normes du UI ni du UX moderne, et du coup, c'est devenu un véritable problème pour nous. Autre chose aussi, c'est qu'il n'y a aucun test unitaire. Donc le fait d'avoir un bug qui est fixé dans une version puis qui revient dans l'autre, quand on fait de la magie noire en plus, ça arrive régulièrement. Donc fixer 300 fois le même bug, ça devient un peu embêtant au bout d'un moment. Voilà. Il a donc été fait le choix de reprendre à zéro. On a commencé par faire du coup des maquettes, etc., réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait repenser l'UI UX, et on s'est rendu compte qu'en fait, de toute façon, intégrer ce genre de design, ça allait demander beaucoup de réécriture de code. Et si de toute façon on réécrivait du code, autant reprendre le dashboard de base, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui vaut le coup de reprendre là-dedans. Donc on est arrivé là-dessus. Maintenant, il y a un choix qui s'était fait à nous, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va vraiment faire? Est-ce qu'on reprend de Lumber.js, etc. Donc il a fallu qu'on repose toutes nos contraintes. On a essayé de prendre une étude d'ingénieur, en fait. Alors on aurait pu faire du Hype-Driven Development, donc prendre le framework Hype. Ça marche bien, mais pas toujours. Donc nous, on a décidé de commencer par lister nos contraintes, nos demandes, qu'est-ce qu'on allait avoir vraiment besoin. Nos contraintes, c'est que nos ressources sont toujours contraintes. On n'a pas beaucoup de temps à attribuer à ce projet, comme on n'a pas beaucoup de temps à attribuer ailleurs, on n'est pas beaucoup dans l'entreprise. Alors ça, comme quelqu'un de l'entreprise aime bien dire, ce sera le cas pour toutes les boîtes, qu'on soit 3 ou qu'on soit 250, en fait, les ressources seront toujours contraintes. Ça va, il a compris que je parlais de lui. Deuxième, on n'est que des développeurs, on dit full stack, mais avec full stack, tout le monde dit full stack, tout le monde est développeur full stack aujourd'hui, mais tout le monde a aussi son affinité. Et nous, notre affinité, elle est beaucoup plus back-end, voire bien DevOps, voire Ops, que front-end. Donc les gens de l'équipe n'ont pas du tout cette notion front-end. On a énormément de travail non planifié. Notre but à nous, c'est de faire en sorte que votre code à vous tourne en permanence. Mais gérer des serveurs, c'est jamais de tout repos. Il y a toujours un moment, une machine qui va finir par tomber parce que X ou Y raison, un disque dur qui a décidé de lâcher, peu importe, en fait, un incident réseau tel et tel, parce que l'opérateur de peering a décidé de faire n'importe quoi, parce que les opérateurs de peering adorent faire n'importe quoi, ou ce genre de choses-là. Donc voilà, nous régulièrement, on a des interruptions qui vont nous dire, voilà, le code sur lequel tu es en train de travailler, tu arrêtes, tu passes quelques temps à comprendre ce qui se passe là-dessus et tu reviendras dessus plus tard. Ce quelques temps, ça peut aller jusqu'à une semaine. Le temps de vraiment comprendre et de patcher de manière critique une vulnérabilité ou des choses comme ça, ça peut prendre très longtemps. Donc il faut qu'on puisse très simplement arrêter ce qu'on fait et le reprendre plus tard. Ça fait partie de nos contraintes. Par contre, on a un avantage. On a quand même un petit truc, quand même, parce que bon, là pour l'instant je vous ai donné que des points négatifs, on a quand même un truc très bien, c'est qu'on peut utiliser la puissance de notre propre plateforme. Et chez nous, ce qu'on a qui nous permet d'itérer très rapidement, en plus de la CI/CD, c'est ce qu'on appelle des review apps. Une review app, en fait, c'est simple, vous prenez une pull request, tout le monde voit? Ouais. Vous prenez une pull request et vous pouvez avoir une copie de votre application de production, mais qui utilise le code de votre pull request. Et du coup, vous pouvez très rapidement envoyer
cette application-là des équipes qui vont tester à notre BizDev, par exemple, préféré, ou à notre CEO préféré, qui va pouvoir commencer à regarder, à réfléchir. Et du coup, on peut itérer très rapidement. On n'a pas besoin de feature flaguer la chose, l'envoyer en production, attendre que la QA dise ah oui, peut-être, etc. Non, on peut très rapidement avancer. Et donc ça, c'est quand même une de nos forces. On peut itérer très rapidement. Maintenant, donc ça, c'est ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Le premier truc qu'on aimerait avoir, c'est de la véritable ingénierie logicielle. Je reviendrai plus tard sur ce que je veux dire par ingénierie logicielle. Le deuxième chose, c'est qu'on aimerait avoir un temps d'onboarding court. Ce qu'on aimerait, c'est qu'un développeur qui n'ait jamais touché le dashboard, ou qui l'a plus touché depuis 2 ans et demi, aimerait pouvoir revenir sur le code du dashboard et être très rapidement efficace. On n'aimerait pas qu'il ait besoin d'apprendre 300 000 librairies et de comprendre comment le front exécute. Voilà, on aimerait trouver quelque chose qui soit simple et facile à mettre en place. Et enfin, non, pardon, il me reste 2. On aime bien le côté LTS de Ember.js, donc si on pouvait garder quelque chose où on n'a pas beaucoup de temps de maintenance pour changer de version, ce serait bien. Angular, passage d'Angular 1 à 2, je pense à toi. Et supporter enfin Material Design, parce qu'on aime bien ce spec, donc si on peut avoir quelque chose qui l'implémente out of the box, moi, je suis pour. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par améliorer l'ingénierie logicielle? Pour moi, améliorer l'ingénierie logicielle, ça passe déjà par tester. Genre, de base, un code, pour moi, doit être testé. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour nous les développeurs, le fait d'avoir des tests unitaires, c'est évident quand on parle de back, voire de DevOps ou de librairie. Mais quand on passe en front, d'un coup, c'est quelque chose qu'on se demande pourquoi. Et régulièrement, on m'a dit à quoi ça sert de tester du front. Pour moi, ça me paraît tout aussi évident de tester du front que du back. Voire peut-être même plus évident de tester du front. Le deuxième, c'est d'avoir des guidelines. C'est de dire, voilà, ça maintenant c'est interdit, on arrête de surécrire les prototypes de array ou ce genre de choses-là, ça suffit. C'est drôle 10 minutes, mais on arrête. Je sais que JavaScript nous le permet, mais voilà, ça c'est interdit, voilà comment le code est censé fonctionner. Voici ce qu'on a le droit de faire. Donc établir tout un process là-dessus. Et alors le dernier, c'est un petit point bonus, mais vu que de toute façon on écrit un client JavaScript pour notre front, ce serait bien de pouvoir l'extraire. Ça c'est petit point bonus. J'avais faim. Donc on arrive là-dessus, on s'est retrouvé avec un choix. On s'est retrouvé avec un choix du framework. Quel framework choisir? Ah, le problème numéro 1 des développeurs. Enfin, peut-être numéro 2 après, comment choisir le nom d'une variable. On s'est retrouvé avec, en vrai, 4 choix plausibles. Si vous avez commencé à faire du front, il se peut que vous ayez généralement ces 4 choix-là. Je vais les éliminer un par un. Mais avant de les éliminer, je tiens à dire que ces 4 choix sont parfaitement viables dans certains cas. Genre, tous ces frameworks sont très bons. Genre, il n'y en a pas un qui est nul, l'autre qui est excellent, il faut absolument utiliser celui-là. C'est pas du tout ce que je vais dire après, donc je me permets directement de mettre cette parenthèse, cette chose au clair. C'est que je vais choisir le framework qui est le mieux pour mon équipe, pas qui est le mieux tout court. Ça n'a aucun sens de dire ce framework front-end est mieux que les autres. Il est mieux dans un contexte. D'accord? Donc voilà. Donc dans les contestants, on a Ember.js, ce framework qu'on utilisait déjà avant, React, développé par Facebook, qui est plus ou moins une norme aujourd'hui, Angular, le grand-père qui survit bien, et Vue.js, le petit nouveau, qui a décidé de faire un peu sa place. Commençons par parler d'Ember.js. Ember.js, déjà de base, on a une mauvaise expérience. Voilà, c'est de notre faute. C'est aussi un peu de la faute du framework, quand même, je tiens à le dire. Mais les développeurs, quand on leur commence à leur parler d'Ember.js, ils commencent déjà à tirer un peu là. Voilà. La communauté se fait vieillissante quand même sur Ember.js. Même s'il y a des choses qui existent, genre on prend Glimmer.js, etc., qui sont de très belles innovations qui existent dans cette communauté, on a remarqué avec le temps que les librairies sont de moins en moins maintenues, qu'il y a moins en moins de gens qui sont là, etc., pour les maintenir. On sent quand même un début de fin, ou alors en tout cas un ralentissement dans la communauté actuelle. Il est difficile à maintenir. Ember.js, c'est quand même un framework, si on ne fait pas attention, très rapidement, ça peut devenir un vrai bazar. Tu ne peux plus comprendre ce qui se passe avec tes serializers, tes adapteurs, On peut très rapidement avoir du hack dans tous les sens, et on ne comprend plus trop ce qu'on essaie de faire. Et enfin, alors petit point bonus, mais c'est un framework qui, jusqu'à l'arrivée de Glimmer.js qu'on va attendre, etc., j'attends ça avec impatience en version stable. Ah non, ça a été... je ne sais plus, bref. Mais en tout cas, qui, dans notre version, était très lent. En partie encore grâce à notre faute. Donc pour nous, on a décidé d'abandonner ce framework. Le deuxième, je vais y arriver très rapidement, c'est Angular.js. Alors Angular, pas Angular.js.
Angular, je vais passer très rapidement dessus. Alors AngularJS, c'était le premier. Bon, il essuie les plâtres, hein, c'était le grand-père. Bon, voilà, c'était AngularJS, c'est ce qu'on appelle c'est généralement le nom de la version 1 d'Angular, qui était très utilisé pendant très longtemps, mais bon, voilà, maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Il essuie un peu les plâtres et il est passé. Et maintenant, il y a Angular sur les versions 2 et plus, qui est quand même quelqu'un de très établi, qui a un très bon framework, mais sur lequel je vais lui reposer des choses. Mais je ne vais pas m'attarder dessus, parce que ce que je vais lui reposer, c'est les mêmes choses que ce que je vais reprocher au suivant. Du coup, le suivant, c'est React. Pour moi, les deux frameworks ont les mêmes, enfin, en tout cas, dans mon organisation, les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs. Il y a énormément de devs sur le marché. Genre, trouver un développeur React, si vous êtes une agence web, vous n'aurez jamais du problème. Vous avez très rarement de problème de trouver des développeurs React, il y en a plein. C'est un framework React, vous pouvez le customiser et l'adapter à vos besoins, c'est incroyable à quel point vous pouvez tout faire avec. C'est quelque chose, il y a une communauté qui est autour, vous avez énormément d'outils, il est très puissant là-dessus. C'est un framework, vous allez pouvoir tout faire avec, de la simple SPA jusqu'au plus gros projet extrêmement compliqué en progressive web app et je ne sais pas quoi derrière, voire même maintenant avec React Native, qui est un de ses points, bah, quand même, un de ses points de démarcation. Vous pouvez même avoir jusqu'à des applications natives sur téléphone, tablette, PC, etc., qui est quand même un gros point de démarcation. Donc c'est un très 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 bon framework. Malheureusement, je me replace dans mon contexte de l'équipe et j'arrive là-dessus. Et moi, j'arrive dans les pages où on commence à me dire, voilà, si tu veux gérer... Donc je lis un peu la doc, je me rends compte que ça va, c'est drôle pour l'instant. Et moi, je me replace dans mon contexte de développeur 100% back-end, donc quelqu'un qui ne comprend rien au front jusqu'à présent. Et j'arrive à la gestion des modèles, et je vois Alt pour flux isomorphe et sans code générique. J'ai envie de dire Camoulox, honnêtement. Alors, maintenant, avec le recul, je comprends ce qui s'est passé, mais ça m'a demandé un temps fou de comprendre ce que voulait dire vraiment cette chose-là, et pourquoi c'était intéressant. Pareil, framework MVVM... Ok, MVVM, je sais, je l'ai vu avec Ember.js. Hautement composable pour React avec une intégration du routeur push state. J'ai envie de dire si tu veux. Non, mais j'ai vraiment envie de dire si tu veux. Deuxième truc, c'est que ça faisait partie de mes contraintes, j'ai envie d'un truc simple. Et là, je me rends compte que pour chaque chose que je veux faire, bah voilà, routage, ça c'est de la doc du site Ember, j'ai déjà un choix de 8 trucs. Donc je dois passer un temps fou en fait à chercher et à comprendre chacune de ces technologies avant de pouvoir les mettre en place. Il existe des boilerplates, c'est vrai. Il existe des gens qui ont déjà fait ces choix de technologie, etc. Sauf qu'ils sont généralement pas d'accord entre eux. Tout le monde a ses petits choix de techno. Et puis pareil, même une fois que vous avez choisi une technologie, genre par exemple, si je vous dis Store sur React, Redux, enfin tout le monde va me crier ça à la tête. Ouais, mais Redux, je suis d'accord, mais je le vois avec... Bah, vous voulez quoi? Immutable.js, du Immer, du Reselect, Redux Saga, autant que vous voulez. Il y a tellement de choix techno et tellement de technologies à maîtriser qu'en fait, on va se retrouver avec un temps extrêmement long avant de connaître cette technologie-là. Ce qui, pour nous, je vous le rappelle, n'est pas possible. Un dernier petit point, qui est plus du point bonus et pas forcément du point très 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 important, mais la documentation, autant celle de React en elle-même est très bien, autant celle des composants qui sont à côté, parfois, laisse bien à désirer. Et en plus, j'ai l'impression de devoir réapprendre à lire une documentation à chaque fois que j'ouvre un nouveau composant. Il n'y a pas deux documentations qui sont formatées de la même manière et qui sont d'un même côté. Voilà. Donc pour nous, React, c'était un nom pour ça. Pas à cause du framework en lui-même, plus à côté du mindset et de la communauté qui était autour. C'est un très bon framework, mais pour nous, il demande beaucoup trop de temps d'apprentissage. Je passe à Vue.js. Vue.js, ce qui m'a directement accroché sur ce framework, c'est la simplicité. Vous prenez un exemple de Vue.js. Vous avez simplement un script à rajouter, donc une petite balise script comme on inclurait jQuery dans les bons vieux temps, et vous pouvez déjà commencer à hacker avec. C'est-à-dire qu'en moins de 5 minutes, j'avais mon petit exemple avec mon petit bouton qui inversait ma chaîne. React, j'avais déjà dû passer 20 minutes à installer le truc, à me dire pourquoi NPM refuse d'installer ce package. Ah, c'est parce que je suis débile. Ensuite, comment je le fais pour le lancer? Est-ce que j'ai fait le bon choix de la state, etc. Donc j'ai mis extraordinairement de temps avant de réussir à avoir juste une page qui me permet en fait d'inverser une chaîne. Alors le Hello World, il est fait de base, mais juste et c'est plus loin, c'était plus compliqué. Là, j'ai pu le rajouter dessus. Et alors on voit tout de suite un petit point bonus qui est sympa. C'est que Vue.js est un framework. Si vous avez déjà des applications qui existent, elle peut simplement se mettre dessus. Vous pouvez très bien avoir une application statique comme ce que vous avez d'habitude et juste plugger sur une div en plein milieu de votre application
votre petit truc Vue.js qui va tourner dans son monde à lui. Et donc, petit à petit, faire votre migration. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire d'un coup, vous pouvez juste plugger votre petit bout de Vue.js en plein milieu et réécrire petit à petit. Ce qui est pour moi quelque chose qui est plutôt cool. Un autre truc que j'aime bien, et quelque chose qui m'embêtait un peu avant, c'est que si jamais je cherchais en fait à lister tous les bouts de code qui étaient liés à un composant, dans Bird.js, je devais avoir cherché au moins 3 fichiers. J'avais le fichier du composant lui-même qui est le code JavaScript, donc toute la logique qui est derrière, le fichier HBS qui contenait le template et ces choses-là, et enfin le fichier de style. Un composant étant généralement court, là, Vue.js, ça fait généralement le bon choix, moi, je pense, de tout mettre dans un fichier. C'est-à-dire qu'on a un fichier dans lequel on a tout notre code qui est l'un derrière l'autre. On peut tout avoir au même endroit, ce qui permet d'éviter en fait déjà les codes morts, donc les petits fichiers qu'on laisse parce qu'on ne sait plus trop sur ce qui va servir, parce qu'en fait il est utilisé par un autre contrôleur ailleurs. Est-ce que ce style-là, on en a encore vraiment besoin dans le style global, parce qu'en fait je sais... Non. Là, on a un fichier, si ce composant n'en a plus besoin, on supprime ça, et c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc pour moi, j'ai bien aimé ce petit truc-là. Pareil, c'est incroyablement simple. Le bout de code qui est là, il est extrêmement simple à comprendre. L'API de Vue.js, c'est une vingtaine de méthodes. Donc ce qui est extrêmement facile à apprendre. Et là, quand on regarde, genre avant de faire quelque chose, j'ai rien à écrire. Enfin, et ça c'est quelque chose que j'aime bien, qui peut être vu comme un point négatif, mais quand j'ai besoin de faire un choix, j'ai une réponse, généralement maximum 2 ou 3. Vous voulez un store? Vous avez Vuex. Vous voulez faire du routing dans votre app, donc avoir une SPA? Vous avez VueRouter. Vous voulez faire de la traduction? Vous avez Vue 18n. J'ai pas 300 choix avec des titres incompréhensibles que j'ai pas à faire. Ce qui, encore une fois, peut être vu d'un point de vue négatif parce que dans certaines communautés, on aime bien avoir du choix et pouvoir avoir plusieurs libres qui implémentent plusieurs paradigmes différents, etc. Et du coup avoir cette compétitivité. Mais dans notre cas, nous, en fait, on cherche juste à réduire le temps d'onboarding. Donc faire en sorte que les développeurs puissent très rapidement arriver à un endroit. Donc si tout le monde a la même culture et qu'en plus le framework nous guide, c'était pour nous un choix incroyable. Enfin, le petit point bonus que j'avais levé sur React, la documentation, tout se ressemble. Là, vous avez 2 sites de documentation de 2 composants. Alors, donc à droite, c'est celui de Vue.js. Attends, votre droite, c'est ça. Et à gauche, celui d'un composant qui est Vue 18n, qui est un composant maintenu par la communauté. Pour moi, j'ai l'impression d'être sur le même site web, et les documentations se lisent et sont toutes formatées. C'est quelque chose qui est vraiment implémenté dans la communauté Vue.js de la même manière. Sauf pour une personne qui a décidé de faire autrement. Mais sinon, pour tout le reste, ça se fait bien. Donc, ça nous semblait être un choix plutôt pas mal. Parce que si on regarde nos contraintes, il semblait les respecter. Il était simple, l'onboarding était là, on pouvait revenir très facilement sur un bout de code, il y avait tout ce qu'il fallait pour tester, etc. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on appelle un spike. Un spike, c'est quoi? C'est un MVP encore plus simple. On va très simplement, en fait, très rapidement, écrire un petit bout de code en Vue.js pour voir si on est capable de créer une application qui répond à nos besoins. Dans notre cas à nous, c'était en fait un petit dashboard avec des éléments matériels qui nous permettait de lister les applications d'un client et de cliquer et de voir juste les informations de base d'un client. Voilà, on arrive à se connecter à l'API, on arrive à s'authentifier, on arrive à avoir du material design, on arrive à avoir 2-3 enchaînements de vues. Point barre. Ce spike, pour nous, a été super concluant. Il était super concluant pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'il a fonctionné. Et la deuxième, c'est que la personne qui l'a écrit s'est fait interrompre en plein milieu et a dû revenir 2 mois après et a pu reprendre son code tout de suite en main. Ce qui était, on parlait de cette interruption avant, le framework apparemment répond à nos besoins là-dessus. Donc Vue.js, on est parti là-dessus. On est parti là-dessus et du coup on en a profité pour donc redéfinir un peu notre architecture. Pas grand-chose en fait. Donc on a toujours nos microservices en Go, parce que changer de front-end, je vois pas pourquoi ça influerait là-dessus. Toujours notre API en Rails, parce que, même raison. Par contre, maintenant, le dashboard, en fait, on a rajouté un petit composant entre le dashboard et l'API, c'est qu'on a dit, si déjà on allait s'embêter à réécrire une librairie cliente de notre API, autant l'externaliser. Comme ça, si jamais nos clients veulent faire des choses un peu avancées avec, qu'ils puissent l'utiliser. Donc, on l'a externalisé. C'est la seule chose. Donc, on a créé une petite librairie Scalingo.js avec les contraintes suivantes. Le but, c'est qu'il soit compatible à la fois Node et browser. Ça nous paraissait important parce qu'il y a des gens chez nous qui font l'automatisation. Par exemple, quand vous savez que votre application va recevoir beaucoup de trafic, juste pensez à scaler up de manière automatique.
Donc on a un streamer qui faisait ça à l'époque. Juste avant de lancer son stream, il rajoutait, il doublait son nombre de conteneurs et 1 heure après son stream, il le redivisait par 2. Et il faisait ça de manière 100% automatisée, synchronisée avec l'API Twitch, etc. Donc un petit client JavaScript, compatible Node et browser, parce que nous on a besoin d'un browser. Si vous, demain, vous avez envie d'écrire un petit dashboard spécifique Scalingo, why not? Tester, les tests unitaires, je reviendrai dessus, mais c'est super, enfin, voilà, il faut que ce soit testé, donc c'est le cas maintenant, testé, et 100% documenté. C'est pas juste un client qu'on veut, la documentation pour nous est très important. Donc les choix de techno, à la rigueur, sont peu importants, mais bon, Axios, isomorphique. Rollup à la place de Webpack, pour la simplicité, toujours. Rollup est un Webpack avec juste moins de fonctionnalités, en gros. Ça vous permet, en fait, c'est plus conçu pour justement ce genre de choses-là. Là où Webpack est très conçu pour faire de la gestion d'assets et des choses comme ça, en plus de transpiler votre JavaScript et de gérer encore tout votre asset JavaScript, Rollup est plus prévu juste pour la partie gestion d'un JavaScript. Donc faire tourner Babel, faire tourner le resolver, rajouter CommonJS, ce genre de choses-là. Et donc les règles sont beaucoup plus simples à écrire en Rollup et plus simples à débugger qu'en Webpack. Donc on a fait ça. La suite de tests avec Mocha, sinon et Shai, et enfin ESDoc, genre une suite en fait relativement classique et surtout minimaliste pour notre suite Scalingo.js. Première chose dont je vais vous parler du coup sur comment est-ce que nous on a choisi notre Vue.js, c'est le lint. En JavaScript surtout. Et en fait, j'ai envie de dire tous les langages un peu permissifs, le lint c'est ce qui est le plus important. Je vous parlais de tous les hacks qu'on a fait sur l'ancien dashboard Ember.js. Il est hors de question que cela soit reproduisible. Du coup, on a décidé de mettre ça en place, donc de mettre un système de lint automatique qui va se mettre dessus. Et en plus, bonus, et bonus pas négligeable pour le coup, ça va vous forcer à ce que tout le monde écrive le JavaScript de la même manière. C'est-à-dire que si jamais vous tombez sur un composant écrit par un développeur A, puis que vous naviguez sur un composant écrit par un développeur B, sans linter, il se peut très bien que les deux soient totalement différents au niveau du code, du style de code, etc. De la manière dont il gère ses boucles, peu importe en fait, genre de la manière dont il l'a écrit. Alors que là, du coup, avec Prettier et slint, ça va nous forcer à avoir cette convention de code qu'on va respecter. De plus, ce genre d'outils nous prévient aussi quand on commence à utiliser des anti-patterns. Donc des choses qui ne font pas ce qu'on veut ou qui ne sont pas forcément qui risquent d'avoir des side effects en fait, nocifs plus tard sur le développement. Donc voilà, ça c'est le lint, et si je peux vous donner un conseil, c'est le rajouter dans tous vos projets en fait, JavaScript. Ça coûte quasiment rien, et ça apporte énormément de choses, c'est quelque chose qui est très sous-estimé dans le milieu JS. Deuxième chose, Vue.js a un support TypeScript. Le TypeScript c'est bon, mangez-en. Avec Vue.js, il vient avec un double avantage. Premièrement déjà, il y a tout le système de types. Merci. Juste merci. Le deuxième, en fait, c'est qu'il permet d'avoir, en fait, grâce à son système de type, des composants qui sont beaucoup plus lisibles. C'est-à-dire, dans JavaScript, avant, on était obligé de dire, voilà, ça c'est mes props, donc quelque chose qui est passé en paramètre à mon composant. Ça c'est mes data, donc les valeurs qui sont locales à mon composant. Ça c'est mes méthodes, ça c'est les choses qui sont computed, ça c'est mes actions, etc. Pourquoi on est obligé de faire ça? C'est parce que simplement en JavaScript, c'est très dur de faire la différence entre ces choses-là. Alors que si on passe en TypeScript, on peut simplement dire nos props, on va juste la noter. Nos data, c'est simplement des valeurs en fait, qui sont sur notre objet. Et du coup, les valeurs computed, c'est des getters. Et les méthodes, c'est juste des méthodes. Et grâce au système de type de TypeScript, ça se fait tout seul. De plus, autre avantage, vous pouvez le faire en cours d'application. C'est-à-dire que si vous avez déjà commencé à écrire votre application en JavaScript, vous pouvez juste rajouter quelques composants en TypeScript et revenir plus tard. Petit à petit, ça se fait très bien. Nous, c'est ce qu'on a fait. En fait, on n'a pas eu le TypeScript dès le début. On a commencé à faire du JavaScript et puis petit à petit, on s'est rendu compte que le TypeScript offrait tous ses avantages et on l'a rajouté. Petit à petit, il a fini par reprendre toute la code base. Donc ça se fait très bien. Vous pouvez très bien avoir du TypeScript et du JavaScript qui vivent l'un à côté de l'autre. Un petit point qu'on n'avait pas identifié en tant que problème aussi chez nous, c'est tout ce qui est traduction. En fait, la traduction en elle-même se fait très bien. Genre, vous avez vu i18n qui est un excellent framework de traduction qui se fait très 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 bien. Sauf que, on l'a fait, on s'est rendu compte qu'une agence aussi à côté de chez nous avait fait le même problème, d'essayer d'être trop intelligent dans nos fichiers de traduction. Donc, de réunir les choses par éléments sémantiquement similaires, etc. Faire un peu d'over-engineering de ces choses-là. Juste, je passe 30 secondes pour vous dire,
dans en tout cas 90% des cas, ça vaut pas le coup. Vous prenez l'architecture simple, où votre fichier de traduction suit simplement l'arborescence de votre répertoire. Vous allez pouvoir savoir quelle chaîne est utilisée où, dans quel contexte. Très rapidement, en un coup d'œil, vous allez pouvoir dire « Ah bah voilà, cette chaîne-là, elle n'est plus utilisée parce que j'ai juste supprimé ce composant. » Ou alors, j'ouvre juste le code du composant à côté, je peux voir s'il y a des chaînes qui manquent, s'il y a des chaînes en trop, etc. C'est extrêmement simple, ça marche beaucoup mieux que toutes les solutions sémantiques que j'ai vues. Donc voilà, moi, si j'ai un petit conseil, c'est cette chose-là, et ça se maintient très bien avec le temps. Les tests unitaires. Et non pas tests d'intégration. Merci. Du coup, pour les... Arrête. Pour les tests unitaires, du coup, le framework de test unitaire est très très simple à comprendre. Ici, en fait, vous avez un exemple d'un test. Ben voilà, c'est extrêmement simple en fait à écrire. Vous pouvez très bien constater que voilà, n'importe qui arrive là-dessus, normalement, comprend ce qui se passe. Non? C'est yes. Ok. Pour mon bizdev qui arrive là-dessus, je monte mon composant. Je clique sur un bouton et je m'attends à ce que je change d'endroit. Arrête, vraiment arrête. Voilà, les tests unitaires s'écrivent bien, l'intégration est très bien. Mais alors, ce que je reprochais à React, sur tout React, je le reproche à Vue.js sur la partie test. C'est-à-dire que pour faire fonctionner mon framework de test unitaire là-dessus, j'ai de nouveau 300 000 dépendances différentes. J'ai alors, bon, bien sûr, Vue test utile, qui par ailleurs est toujours en bêta. Alors une bêta plus ou moins stable, mais toujours une bêta. Donc demain, ils peuvent très bien tout casser. Et du coup, je me retrouve à avoir des trucs genre Shy pour du coup tout ce qui est... non, c'est sinon les asserts, c'est... Pardon? Non, ça c'est Mocha. Pardon? Assertion, excusez-moi, merci. Assertion. Pour tout ce qui est assertion, merci. Mocha qui est mon framework de test. Rosy qui est du coup pour générer mes factories. Sinon pour mes mocks, mes shtub, etc. Vuex mock store pour moquer mon store. Flush promise parce que de temps en temps, parce que dans un framework en fait moderne, il n'y a rien qui se fait, même en JavaScript de base, il n'y a rien qui se fait tout de suite. Il y a tout un système de promise qui va se lancer. C'est-à-dire que si jamais vous modifiez une valeur, elle ne va pas directement se modifier dans votre vue. Vous allez devoir attendre le prochain tick, donc vous allez avoir des promises qui vont se lancer, etc. Flush promise, c'est une petite librairie qu'on a rajoutée plus tard, qui s'écrit très bien et qui est très simple et qui en gros vous dit attends que toutes les promises qui sont en cours soient résolues. Et pour des tests, ça change la vie. Ça change vraiment la vie, cette petite librairie. Donc je peux vous la conseiller. Donc voilà, ça c'est par contre le truc, c'est que l'onboarding sur les tests est toujours très lent. Et on l'a constaté d'ailleurs, dû à cette multiplicité, de technologies à apprendre. Et du coup, plus la technologie, plus il faut comprendre déjà chacune de ces technologies, mais surtout comment elles s'emboîtent les unes avec les autres. Donc si pour moi, il y a encore du travail à faire dans l'écosystème Vue.js, moi c'est sur ce test, sur cette partie-là, les tests unitaires. Si on pouvait, alors je ne l'ai pas, mais si on pouvait trouver une solution qui simplifierait ça, ce serait incroyable. J'ai pas de bonne idée. Enfin, je vous parlais avant du coup de support Material Design. Et je vous parlais aussi d'un composant qui a décidé de ne pas du tout suivre la manière dont les composants Vue.js étaient documentés. Vuetify. Vuetify est du coup le support de façon Material Design et d'autres en Vue.js. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est plus complet que l'implémentation Google qu'il en a fait donc avec Material Design Lite, et même plus complet que d'autres implémentations Material Design qu'on a vues. Il est extrêmement simple et pratique à utiliser. Si vous aimez mettre des V, tirés au début de chaque composant, il est très pratique à faire. Sinon, c'est le seul, voilà. Et la documentation, par contre, ça c'est un peu le point négatif. Ils ont décidé de un peu refaire leur propre documentation à leur style à eux. Et pour moi, ça pêche un peu. Voilà, c'est tout. C'est un très bon truc, sinon, mais voilà. Donc voilà, ça c'est les différents choix qu'on a fait, différentes choses qu'on a mises en place. Donc maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, on a un dashboard qui ressemble maintenant à ça, qui est en private beta, donc qui n'est pas encore release. Ça aurait dû, mais c'est pas le cas. Donc voici l'implémentation de ce qu'on a fait, qui est quand même du coup à un look beaucoup plus professionnel que celui qui est d'avant, qui est beaucoup plus stable que celui qui est d'avant. Et du coup, maintenant, quand je demande à mon collaborateur de travailler dessus, il est d'accord. Donc tu le what the fuck, bref. Donc quelques petits points. Vue.js pour nous c'est très bon. Mangez-en, vraiment. C'est un bon framework, je le recommande. Je dis pas que c'est le meilleur framework, je dis que c'est un bon framework.
qui a maintenant avec le temps eu le temps de bien s'améliorer. Vu ce qu'on voit dans Vue 3, il va continuer d'être sur la bonne voie. En tout cas, il a vraiment l'air d'être sur la bonne voie. On a réussi à avoir un onboarding très court, parce que du coup, la personne qui est là est la personne qui a repris le projet juste après moi, le dashboard. Il a réussi à écrire son premier composant en moins de 4 heures. En moins de 4 heures, il avait une feature qui était en production, fonctionnelle. En moins de 3 jours, il avait sans problème repris tout le framework et il était passé en lead du coup sur ce projet-là. Donc j'ai envie de dire que pour l'onboarding, check. Il a plus peur de faire du front. Les devs de notre côté ont plutôt peur de faire du front. On se retrouve avec quelque chose qui est ingénieré de manière correcte, où tous les choix sont bien faits maintenant. En tout cas, on pense qu'ils sont bien faits. On reviendra dans 10 ans pour vous dire qu'en fait on était nuls et c'était mauvais. Mais aujourd'hui, ils nous paraissent excellents. On est très contents. Les tests unitaires ont déjà porté leurs fruits lors de la mise à jour vers Vuetify 2, où on s'est rendu compte d'énormément de régressions, plus de 3 autres trucs, mais Vuetify 2, c'est la première fois on a fait vous voyez que les tests unitaires, ça sert à quelque chose. Et enfin, Scalingo.js, cette librairie qu'on avait écrite à la base pour nous, et qui est toujours pas release, est déjà utilisée par nos clients. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait vraiment une demande, puisque avant même qu'on annonce que cette librairie soit utile, et même qu'elle soit release, parce que toujours aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait terminée, et ben on a un client qui est venu sur le support nous demander comment on faisait telle et telle chose avec la librairie. Ce qui était la bonne nouvelle du jour ce jour-là. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions... Ouais. Attendez, je crois qu'il y a un monsieur qui court derrière vous. Question, c'était entre TypeScript et Vuex. Comment ça s'est passé? Parce que alors, autant sur la partie composants, ça a l'air simple. Enfin, moi, j'avais un peu regardé tout ça. Quand j'ai essayé de mettre des types dans Vuex, c'était un peu douloureux et un peu galère. Est-ce que vous avez réussi à faire ça ou finalement vous avez laissé tomber? Alors, c'est vrai. Et on a ressenti cette même douleur en interne. Et du coup, on a fait le choix. Alors, pour nous, les types, en tout cas, ça allait très bien. Tant que de Vuex de son côté, on pouvait très bien lui racheter des types, les composants en lui-même, on pouvait très bien racheter des types. Et entre les deux, la solution, ça a été pour l'instant de dire fuck it. On passe par le JavaScript normal et tant pis. C'est un peu dommage pour l'instant, en effet. C'est vrai que c'est quelque chose. Merci beaucoup, j'aurais dû le racheter sur Slide, c'est une très bonne remarque. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de bonne solution. Et si vous en avez une, je sais avec joie. C'est vraiment avec joie si je peux avoir une solution pour les savoir. Ouais, du coup, j'ai pas la réponse non plus, je suis désolé. On attend que quelqu'un la trouve. Peut-être que dans Vue 3, où apparemment ils promettent quand même un support natif de TypeScript dans tout le framework, et donc y compris dans Vuex, peut-être que dans Vue 3, on aura la réponse enfin à cette question, mais actuellement, je suis bloqué à la même étape que vous. Merci. Merci pour ça. Je pense que j'aurais fait le même choix pour Vue. Je trouve que c'est très bons arguments. J'ai juste pas compris pourquoi Angular avait été rejeté, parce que c'est un peu pareil. Il n'y a pas 500 000 librairies, voilà, ça a l'air stable, tout ça, quoi. Alors, Angular en lui-même est très stable maintenant. On va oublier tout ce qui s'est passé entre la 1 et la 2, parce que bon, voilà. Mais Angular est maintenant en effet un très bon, qui est très stable. L'API, alors tu la trouves simple, moi je la trouve... Alors, c'est peut-être juste du ressenti de notre côté, mais genre tous les gens qui l'ont testé de notre côté ne l'ont pas du tout trouvé simple. On a eu énormément de mal à le prendre en main. On a trouvé l'onboarding qui était très long. C'est vrai que par rapport à React, alors forcément quand on compare à React, voilà, les choix sont beaucoup plus straightforward, mais il y en a quand même beaucoup en fait. Ce qui s'est passé, c'est que vu que ce framework était un des premiers à exister, c'est plus ou moins lui qui a lancé cette vague des frameworks front, il y a beaucoup de gens qui sont mis à hacker autour et qui sont mis à créer les choses qui vont avec. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup trop de choses qui sont peut-être plus compatibles entre les différentes versions. C'est-à-dire que vous allez trouver énormément de documentation, énormément de composants, de choses comme ça, qui sont compatibles Vue 2, qui sont plus tout compatibles Vue 6. Et du coup, il y a tout ce tri et tout ce processing, en fait, Angular 2 et Angular 6, excusez-moi. Il y a tout ce processing et toute cette gymnastique à faire aujourd'hui qui est encore difficile, qui était difficile. Et du coup, on s'est rendu compte que ça a influé sur le temps d'onboarding aujourd'hui. Voilà. Mais je suis totalement d'accord pour dire qu'Angular est un très bon framework. C'est ce que je disais au début, genre vraiment, tous les frameworks que j'ai listés sont très bons. Mais le problème, on l'a eu là. Voilà. Il y a une autre question à côté.
Merci. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question justement qui vise un peu plus directement à la refonte que vous avez fait sur votre dashboard avec Vuetify. Est-ce que tous les composants, même layout, vous avez directement accès sur Vuetify parce qu'il vient avec directement le Material Design et son propre CSS, ou est-ce que vous avez fait des travaux d'override là-dessus? Vous n'avez pas pris celui-là, vous avez fait un peu votre style à vous? Comment vous avez géré la partie plus CSS? Ouais. Alors, tous les composants sont basés sur des composants Vuetify. C'est-à-dire qu'au final, il y a des composants Vuetify dessus. Et pour beaucoup, ça reste du Vuetify natif, c'est juste du changement de couleur, des choses comme ça pour s'adapter à notre thème. Et je crois qu'il y a en tout, on va dire une dizaine, peut-être un peu moins d'une dizaine de composants qui sont surécrits en CSS, où on a rajouté des choses un peu différentes par-dessus. Et du coup, on a juste recréé nos composants qui sont à la base un composant Vuetify sur lequel on a rajouté notre couche de CSS, voire notre couche de logique encore par-dessus, parce qu'on voulait des fonctionnalités qui n'étaient pas dans le composant de base. Mais 90% de l'application, c'est juste des composants Vuetify de base sur lesquels on a changé l'espacement et la couleur. Voilà. Bonjour. J'avais une question donc au niveau des tests unitaires. Pourquoi vous avez fait le choix de Mokachai, et pourquoi vous n'avez pas choisi Jest, qui est plutôt poussé par la communauté Vue.js? Alors c'est vrai, et c'est un choix que aujourd'hui je regrette. Donc j'aurais dû utiliser Jest. Pourquoi à la base j'ai pris Mocha? Pour la même raison qu'à l'époque on avait choisi Ember.js, c'est-à-dire que ça me rappelait énormément RSpec. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu Mocha, j'ai fait bah oui, tout pareil. Genre je prends mon RSpec que je connais par cœur en Ruby on Rails et je pouvais l'appliquer. Et de ce que je lisais partout au début, bah, c'était supporté dans tous les frameworks. Sauf qu'en effet, avec l'expérience maintenant que j'ai eue là-dessus, bah, généralement la documentation est plus orientée Jest, et Jest est en effet beaucoup plus poussé par Vue.js. Les deux sont utilisables, mais je suis d'accord avec vous, Jest aurait été, je pense, un meilleur choix maintenant avec le recul là-dessus. Voilà. Mais la raison de base, c'était parce que ça ressemblait à RSpec, et que, vu que tous nos développeurs savaient écrire du code RSpec, c'était ça. Voilà. Comme dit, la priorité là-dessus était vraiment l'onboarding et faire en sorte que les développeurs puissent rapidement accéder dessus. Voilà. Question juste à côté. Bonjour. Alors du coup, moi j'ai une question plus d'organisation, parce qu'on est aussi sur un travail de migration d'un framework à un autre. Bon courage. Et, merci. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez dû complètement freeze les évolutions du produit de la version actuelle, ou si vous aviez continué à maintenir la version actuelle en même temps, ou enfin voilà, comment vous y êtes pris en fait. Alors oui, on a freeze la version actuelle. C'est-à-dire qu'on se limite actuellement sur la version actuelle du dashboard, on se limite uniquement sur des bugs fixes en fait au final et des patchs super importants. Mais d'un point de vue fonctionnalité, on a décidé de plus rien ajouter sur le dashboard actuel parce que bah, ça a très peu de sens. Et du coup, en attendant, on s'est 100% focusé sur le nouveau dashboard. Voilà. Donc actuellement, d'un point de vue organisation, c'est ce qu'on a décidé de faire. Ça tombait bien parce qu'on est arrivé sur une période où on n'avait plus beaucoup de fonctionnalités qui avaient de l'impact sur le dashboard à sortir. C'est-à-dire qu'on se concentrait plus sur du clustering de bases de données, des choses comme ça qui sont des très grandes choses en interne, c'est des très gros travaux en interne, mais qui au final sur le UX se reflètent moins, genre juste ta base est plus stable, mais sinon voilà, sur le dashboard ça change pas grand chose, et du coup on en a profité pour caler le dashboard à ce moment-là, puisqu'on savait qu'on allait avoir un peu de temps sans gros travail sur le dashboard. D'accord. Voilà. Ok, merci. Et je vous le conseille, je pense que si vous arrivez alors je peux comprendre que ça peut pas se faire tout le temps comme ça, parce que il faut bien que le produit actuel évolue. Mais si vous pouvez le faire, ça évite de perdre de la ressource sur quelque chose qui n'est pas utilisable en ce moment. Ouais, voilà. Désolé. On a eu l'environnement qui nous permettait de le faire. Alors, les choix de technologie du back-end, du coup, sont faits en fonction de, pour nous, quelle a été la meilleure technologie au meilleur endroit. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de faire du DevOps, l'écosystème Go ainsi que tout le système de concurrence de Go prend tout son intérêt. C'est incroyable à quel point ça change la vie. Maintenant, notre API, en fait, au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la gestion de modèles et du proxying. En Go, c'est faisable, c'est écrivable, mais c'est juste très long à écrire, en fait. C'est quelque chose qui demande énormément de code, en fait. C'est beaucoup plus long à écrire et à maintenir qu'en Ruby on Rails, qui a tout ce côté un peu automagique qui se met en place.
Et du coup, c'était bien plus simple de l'écrire en Ruby on Rails. Donc voilà pourquoi. C'est juste, voilà, en Go, le back-end, ça s'écrit très bien en Go, genre tout ce qui est DevOps. L'API, pour nous, on trouvait que Ruby on Rails était un bien meilleur choix là-dessus parce qu'il nous permettait d'itérer beaucoup plus rapidement qu'en Go. Voilà. Pardon, pas de suite à la phrase. Moi j'avais une question concernant Ember et les choix qui ont été faits de Magie Noire. Ouais. Est-ce que ces choix-là auraient pu être évités? Ouais. Est-ce que du coup ça venait d'un manque de compétences, de connaissances de la part des développeurs ou du manque d'informations concernant des éléments qui existaient déjà que vous auriez pu reprendre ou qu'on appelle ça? Enfin, oui, voilà. Donc, dans l'idée, est-ce que ça aurait pu être évité par de la connaissance ou autre chose? Oui, ça aurait pu être évité. Clairement, c'est les choses qui auraient pu être évitées. Maintenant, je vais partager la faute. C'est clairement notre faute. Genre, voilà, ok, on n'aurait pas dû faire ça. À l'époque, on ne connaissait pas le framework et on ne connaissait pas bien JavaScript. On ne connaissait pas trop le front et on n'a surtout pas envie d'en faire du front. Donc voilà, prenez les développeurs qui ont envie de faire des choses, ils vont prendre la solution la plus rapide et pas forcément la meilleure. Donc voilà, c'est des choix qui auraient pu être évités. Maintenant, l'écosystème du framework et en particulièrement la documentation Ember.js, bon, c'est pas grave, de toute façon j'ai plus besoin de toi, à l'époque, n'aidait pas non plus. Je veux dire, j'espère qu'elle a évolué depuis. Ça fait très longtemps que j'ai pu regarder la documentation Ember.js, mais à l'époque, la documentation Ember.js était très sparse, très difficile à lire. On se retrouvait en fait très rapidement avec juste une documentation de voilà la méthode qui existe dans le cœur, voici ce qu'elle accepte en entrée, ce qu'elle accepte en sortie, et débrouille-toi un peu avec, tu sais pas trop dans quel univers elle se met, etc. Sans de vraies explications sur comment fonctionne la concurrence, comment fonctionne le système de rendu, comment fonctionne cela, le système de réactivité, etc. Et au final, en fait, tu finis par plus deviner comment c'est censé fonctionner à l'intérieur que de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, et tu finis par faire de très mauvais choix. Donc oui, ça aurait pu être évité, mais l'écosystème Ember.js nous a pas aidé. Et juste une question, oui. Ember.js à l'époque, vous aviez quelle version? C'est une très bonne question, je sais plus du tout. Parce que ça a beaucoup évolué et oui. Voilà. Ça a beaucoup évolué avec le temps. On était Freeze pendant. J'ai pas envie de te dire de bêtises, je sais vraiment plus quelle version on avait. Pendant très longtemps, on avait Freeze parce qu'on n'arrivait pas à mettre à jour, parce que ça demandait beaucoup trop de temps à cause des hacks qu'on a rajoutés par-dessus. Et je sais que ça a beaucoup évolué depuis. Mais aujourd'hui, pardon. Ça a beaucoup évolué avec le temps depuis. Aujourd'hui, c'est vraiment un framework qui, de base, de toute façon, fait un peu cringer les développeurs. Et je pense que, comme dit, aujourd'hui, la communauté Ember.js est vraiment en ralentissement. J'ai l'impression vraiment beaucoup de peut-être qu'on ne partage pas l'avis là-dessus, mais des librairies que nous on utilisait en tout cas sont soit plus maintenues. Il y en a beaucoup qu'on a dû forker ou alors qu'on a dû passer sur d'autres librairies qui sont mises en place, mais on n'a plus ce côté LTS que nous offrait Ember.js. En tout cas, on le voit plus de notre côté. Genre à l'époque, pendant très longtemps, la version, j'ai envie de dire 2, mais je me trompe peut-être totalement de version. La version d'Ember.js, en fait, était très maintenue et toutes les librairies qui étaient autour étaient très maintenues. Aujourd'hui, on se rend compte que très rapidement, les librairies sont dépréciées parce que les gens ne travaillent plus dessus, sont passés à un autre framework, etc. Je prends par exemple Ember CLI Materialize, qui est pour l'instant un des trucs qui nous avait posé quand même pas mal de problèmes, même s'il continue d'être maintenu plus ou moins, j'ai l'impression. Manque quand même cruellement de grosses mises à jour depuis très longtemps. Et ce genre de choses-là. Donc il y a ça. La documentation, c'est un poil amélioré. Ça fait 30 ans que j'y suis plus allé, mais la dernière fois que j'étais allé, c'est toujours pas ça. Genre, c'est toujours pour l'instant beaucoup. Il y a beaucoup de getting started, de petits exemples, de choses comme ça. Et il y a la grosse API doc qui traîne à côté. Il manque cette couche un peu au milieu qui explique l'architecture. En tout cas, quand j'y étais pour la dernière fois, ça n'existait pas. Voilà. Devant. Merci. Moi, j'avais une question plus sur la refonte, parce que vous aviez parlé que pourquoi changer, il y avait aussi l'histoire du UX obsolète. Ouais. Donc, je ne sais pas si, du coup, vous avez un peu été accompagné par une personne en UX design. Est-ce que vous avez vu une différence sur, je ne sais pas, les performances, enfin, l'expérience utilisateur de passer à Vue.js? Alors, pour l'instant, c'est une private bêta. Donc, pour avoir des vrais retours expérience utilisateur, c'est un peu difficile. On manque encore un peu de recul là-dessus. Par contre, oui, clairement, on s'est fait aider sur la partie UI UX. Donc, on a eu un designer et une personne qui a travaillé plus la partie UX
donc ils sont passés dessus. Donc là, on s'est clairement fait aider parce qu'on n'a juste pas les compétences en interne. Et au bout d'un moment, c'est quelque chose, on a essayé de l'improviser, on s'est bien rendu compte que ça marche pas, il faut des professionnels là-dessus. Si vous n'avez pas ces compétences, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers des professionnels là-dessus. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour vraiment conclure sur est-ce que les utilisateurs sont vraiment plus à l'aise dessus. J'ai envie de dire que je trouve qu'on s'est amélioré, mais je vais avoir du mal à donner une meilleure réponse sur cette partie-là. C'est bon ? Bon. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.